Ce café littéraire porte un titre un peu énigmatique, un peu particulier, Revoir Camus. Et je vous invite ici à essayer de faire jouer tous les sens possibles du verbe revoir. Il y a effectivement la visibilité, mais on peut aussi retravailler un certain nombre d'éléments. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé pour tous les ouvrages qui sont présentés ici. Alors, je vais commencer par le plus grand dans la taille de ces ouvrages, qui est un travail de Jacques Ferrandez, que nous connaissons tous et dont nous apprécions, nous aimons beaucoup l'œuvre. Enfin, moi, je ne sais plus quoi dire depuis le temps que je la présente et puis que j'en fais la diffusion. Après avoir justement publié en 2013, c'est ça, en 2013, un roman graphique écrit à partir de l'étranger, vous présentez cette fois-ci un travail à partir d'un texte qui a été longtemps un texte énigmatique, mystérieux, et pourtant qui est un texte source. Hein. On va le retrouver sans cesse cet après-midi, qui est le premier roman, qui est un texte qui a eu un destin tout à fait particulier. Et donc vous faites ce travail. Alors, je ne vais pas commencer à vous demander pourquoi vous avez fait ce travail, ça me paraît un peu bébête. Mais en revanche, comment est-ce que vous avez procédé au découpage? Oui, parce que évidemment, le premier roman commencé est un roman inachevé, le dernier roman posthume d'Albert Camus. J'avais un peu l'expérience du compagnonnage avec Camus, avec effectivement L'étranger, et avant ça L'Hôte, qui est une courte nouvelle, qui est dans l'exil et le royaume. Mais dans les deux premiers cas, on était sur des récits parfaitement achevés. L'Hôte, c'est une nouvelle qui fait une vingtaine de pages, qui est très structurée, en fait, avec une chute, vraiment. L'étranger, évidemment, on connaît tous ce roman, là aussi très structuré, avec un plan en deux parties d'égale longueur, avec le meurtre sur la plage qui fait exactement la coupure entre les deux parties. Donc pour les deux premières adaptations, j'avais quand même été guidé par la structure, les mots de Camus, tout en travaillant effectivement plus sur les dialogues, c'est-à-dire toutes les scènes qui sont dialoguées dans L'étranger et dans L'Hôte, je n'ai eu qu'à les restituer dans leur état, je vais dire, primitif. En effet, pour le premier roman, il y avait un souci qui était que d'abord c'est un roman inachevé, qu'évidemment il y aurait eu sans doute beaucoup plus de choses dans le roman si Camus avait pu le terminer, même on peut penser qu'il y aurait eu plusieurs tomes, enfin, peut-être on parlait d'une trilogie, on ne sait pas si c'est une trilogie romanesque ou si c'est une trilogie par rapport à la thématique du premier roman qui est plutôt tournée sur l'amour ou la fraternité. En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que ce roman aurait probablement eu des pages parlant des femmes, peut-être du parcours de Camus écrivain, du parcours de Camus pendant l'occupation, etc., son rôle dans le groupe Combat, et ensuite son parcours après-guerre. Tout ça, évidemment, on ne peut pas savoir ce qu'aurait été ce roman. Moi, je me suis simplement basé sur ce qui existait, c'est-à-dire le roman lui-même, et surtout les notes que Camus avait laissées. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver aujourd'hui dans l'édition de la Pléiade, qui sont parfois simplement un mot, un nom propre, quelques phrases de dialogue, quelques phrases décrivant des situations. Et ça a été pour moi très précieux, parce que ça m'a permis non pas de combler les blancs ou de coucher les troncs, parce que vous savez que dans la bande dessinée, il ne faut jamais combler les blancs. Le blanc, c'est ce qui est entre deux cases, c'est ce qui laisse le lecteur libre d'imaginer justement dans cet art de l'ellipse qu'est la bande dessinée, ce qui se déroule dans la séquence entre les deux images qui sont matérialisées, de savoir justement ce qui va plus se produire entre ces deux images. Donc, sans vouloir boucher les trous, j'ai simplement essayé de structurer le récit pour que parfois, en 3 séquences qui étaient dans le roman, j'en fasse 2 ou une. J'ai dû supprimer des choses, j'ai dû supprimer même des personnages comme le frère, par exemple le frère de Jacques Cornery qui apparaît très peu dans le roman, qui a à un moment donné juste un petit rôle qui n'est pas tellement à son avantage, mais ce qui m'obligeait, si je gardais cette scène-là, de
de montrer, d'avoir à l'image ce frère en permanence dans les repas de famille, peut-être pas dans les jeux d'enfants, parce qu'il y avait une petite différence d'âge, mais on sait bien quand on est à l'image, si le personnage n'a pas de fonction, il devient inutile. Et à ce moment-là, il y aura peut-être une explication pourquoi il était à l'image sans participer. Mais en tout cas, s'il était à l'image et qu'il ne participe pas, j'avais dit à Catherine Camus que j'allais peut-être devoir supprimer ce personnage. Ce à quoi elle m'a répondu, c'est mes cousines qui vont être contentes. Parce qu'évidemment, comme c'est les cousines de Catherine Camus sont les filles du frère d'Albert Camus, du coup, en faisant disparaître le frère d'Albert Camus, ça faisait disparaître une partie de la famille. Mais comme j'avais dit aussi dès le départ à Catherine, ce n'est pas l'histoire d'Albert Camus, c'est l'histoire de Jacques Cormery, ce qui justement me laissait moi plus de liberté sur l'adaptation. Et si vous permettez, c'est une évidence, vous l'avez rappelé immédiatement, le texte de Camus n'est pas terminé, en revanche, votre travail, lui, il est. Et donc là, il y a une certaine différence entre les deux. Oui, bien que j'ai gardé exactement la fin du roman, qui d'ailleurs peut être tout à fait une fin acceptable pour un roman achevé, c'est une fin très ouverte, que j'ai gardée telle qu'elle, comme si le roman était en train de s'écrire. Parce qu'on comprend dans l'histoire que le personnage de Jacques Cormery est en train de faire une recherche sur sa propre famille, sur les siens, d'une certaine façon, et qu'il est en train de faire une enquête pour trouver justement les éléments qui vont nourrir son roman. Et quand on comprend ça dans le récit, on voit dans la deuxième partie Jacques Cormery en train de s'atteler à cette tâche-là qui est d'écrire ce roman. Donc là, j'ai gardé les mots de Camus qui sont figurés dans une calligraphie qui a l'air d'être une calligraphie manuelle, c'est-à-dire qu'il est en train d'écrire ce roman en cours, et les derniers mots dans ma bande dessinée sont exactement les derniers mots du roman. Simplement, j'ai mis des images en face qui laissent justement cette impression d'ouverture de quelque chose qui va advenir. Enfin, on est dans, d'une certaine façon, un peu comme je l'ai fait dans L'étranger, même si on sait que Meursault est condamné à mort, j'ai utilisé des images à la fin qui donnent une forme d'ouverture. On échappe à la cellule où est enfermé Meursault, et plutôt que d'accompagner les mots et qu'il m'accueille avec des cris de haine, avec une foule vociférante, etc., j'ai préféré faire une espèce de zoom arrière où on est dans cette nuit étoilée, le ciel d'Alger nocturne. Ça, c'est des partis pris d'adaptation qui sont en fait des propositions. Je ne prétends pas imposer une version définitive des romans de Camus, mais c'est en fait tel que j'ai pu le ressentir à la lecture, la manière pour moi de les mettre en image. Justement, ces éléments-là que permet l'image, on les voit figurer à plusieurs reprises, notamment dans la coprésence des différents portraits de la mère qui s'accompagnent, qui sont pas en surimpression, mais qui sont juxtaposés. Voilà. Qui sont juxtaposés, et en même temps, on voit bien que, comme dans le roman, le texte raconte l'histoire de quelqu'un qui est en train de raconter une histoire. Et donc les éléments ne sont pas séparés. Là, ils sont rendus visibles, évidemment, c'est la fonction du dessin. Oui, parce que dans le roman, bien sûr, il y a cette temporalité qui est presque très élastique, c'est-à-dire qu'on passe en permanence du moment présent, c'est-à-dire le moment où Camus est en train d'entreprendre l'écriture de ce roman, donc la fin des années 50, et puis tout ce qui remonte à la surface, les souvenirs de l'enfance, et évidemment le rapport à sa mère, et tout ça est extrêmement entremêlé dans le roman. Donc je n'ai pas voulu les dissocier dans ma manière de le mettre en image, et vous savez, il y a une technique assez commode en bande dessinée, mais qui existe aussi au cinéma, qui consiste à mettre tout ce qui est au passé, par exemple, le mettre en noir et blanc. Vous voyez, le reste est en couleur, le passé est en noir et blanc, donc en bande dessinée, on peut utiliser des lavis, on peut utiliser une technique un petit peu différente, mais ça me privait justement si j'avais fait ça, ça me privait de toute la lumière, la vie qui est attachée évidemment au souvenir d'enfance. Donc j'ai pensé que c'était assez évident, d'ailleurs, avec le secours du texte qui évoque qu'on est au présent, mais qu'on se retransfigure d'une certaine façon avec le passé, à travers, par exemple, à Bénidor, quand la grand-mère prononce cette espèce d'incantation pour aller faire la sieste, immédiatement, le personnage adulte, avec cette phrase-là, se replonge dans son enfance. Donc, il n'y a pas besoin de faire beaucoup d'artifices, de mise en page ou de
d'effets visuels pour qu'on comprenne et qu'on passe en permanence de l'âge adulte à l'enfance. Et je pense qu'avec le texte, il n'y a pas de souci. Enfin, pour un lecteur un peu habitué à une lecture de la bande dessinée, je pense que c'est assez naturel, comme c'est assez naturel dans la lecture du roman d'ailleurs. Il n'y a pas besoin de se poser beaucoup de questions. Quand on lit le roman, on est immédiatement dans le temps présent ou dans les différentes phases du passé ou même dans les choses que Cormery reconstitue à partir de l'histoire de son père, par exemple, qu'il n'a pas connu, à travers les témoignages, les objets, etc. Donc ça, c'était d'une certaine façon une manière de rendre assez fluide ce récit. Et sur la manière dont qu'il a de rappeler l'histoire de sa propre naissance, ce qui est quand même quelque chose d'assez particulier. Et c'est vrai que là aussi, la tonalité du dessin, il y a vraiment un souci de Larsen. La tonalité du dessin n'est pas la même. C'est vrai qu'il y a la tempête, il y a la pluie, il y a tous ces aspects-là. Mais voilà, c'est une impression, elle est peut-être fondée sur quelque chose qui est totalement artificiel de ma part. Mais moi, j'ai perçu comme le fait qu'on sortait de cette histoire qui était seulement racontée pour rentrer dans le fait de raconter cette histoire. Voici, je suis clair. Oui, bien sûr, c'est-à-dire qu'il y a un effet de narration qui tient en fait que le personnage est en train d'écrire cette histoire-là, il est en train en fait de découvrir lui-même les éléments qui vont composer cette histoire. Donc c'est pour ça qu'il y a une forme de chronologie aussi, on commence par la naissance, comme dans le roman du reste. Et puis ensuite on échafaude peu à peu en fonction des informations qui sont celles auxquelles a accès le personnage de Jacques Cormery, et on accède à toute une reconstitution à la fois de l'histoire familiale, mais aussi de l'histoire de la communauté de ces Français d'Algérie depuis 1848. Enfin, en l'occurrence, c'est cette période-là qui est retracée dans le roman, où il y a une forme de prise de connaissance de ce qu'a été cette histoire, et qui est une manière de la transmettre, évidemment, par là même au lecteur. Merci beaucoup, Jacques Ferrandez. On va rester dans des histoires de temporalité. Agnès Spiquel et Christian Féline nous proposaient cet ouvrage, Camus, militant communiste, Alger, 1935-1937. Là, on a une présentation dans un format que je ne qualifierais pas de 2 années l'existence de Camus, au-delà de cette mauvaise plaisanterie. Je dirais que là, on a un travail de très très grande finesse et qui renvoie à un moment moi, j'ai lu la biographie de Camus par Lottmann il y a très longtemps, à peu près, quand elle a été traduite. Et c'est vrai que voilà, c'est un épisode. Okay, et puis, on se dit, quand on lit cet épisode, c'est quand même pas n'importe quoi, adhérer au parti communiste algérien à ce moment-là, et puis de s'en faire virer. Il y a quelque chose dans 2 ans. Donc, c'est un sujet à interrogation. Et là, vous revenez sur cette histoire, effectivement, il semblerait qu'il y ait des nouvelles sources, on a gagné précisément en précision. Et ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut aussi pouvoir circuler dans ce livre, tout simplement parce qu'on nettoie, c'est-à-dire qu'on voit effectivement ce qui se passe, et on va revenir d'ailleurs sur le premier roman. Ah. Oui, Agnès va parler de la dimension culturelle, qui est très importante, de cette expérience de jeunesse sur laquelle nous avons voulu revenir ensemble, parce qu'elle nous a semblé quand même méconnue, même si les biographes s'étaient intéressés, fondatrice pour Albert Camus, et en même temps violemment traumatique. Il faut savoir qu'il a, pour ainsi dire, fait le silence sur cet épisode de sa jeunesse, pas pour le dissimuler, mais parce qu'il en a conçu durablement une espèce de douleur de s'être trompé, d'avoir été trompé et d'avoir été violenté, on peut dire, par l'effroyable brutalité de son exclusion dans le climat des procès Moscou. C'est quand même ça. Ce qu'avaient apporté les biographes, on ne le bouleverse pas et on ne le redécouvre pas complètement. Il a effectivement été, à 24 ans,
adhérent au Parti communiste qui s'est appelé un an plus tard le PCA. À l'époque, c'était la région algérienne du PC. De l'été 1935, on a précisé les dates, à novembre 1937, pour être précis. D'ailleurs, vous voyez exactement un an avant la victoire du Front populaire en France et en Algérie, qui est aussi une période en Algérie de formation d'un congrès musulman qui associe toutes les forces politiques indigènes, entre guillemets, et le PCA, et qui accompagne la politique du Front populaire. Et un an après cette victoire du Front populaire, son exclusion très brutale. Les biographes avaient aussi expliqué, fait l'hypothèse que nous confirmons tout en la précisant, que cette exclusion a un contenu politique très précis. C'est que le jeune Camus, qui avait adhéré au Parti communiste, dans l'enthousiasme culturel de la politique de la main tendue que pratique alors le PCF, main tendue aux intellectuels, et qui en attendait pour l'Algérie, il dit la justice sociale, une justice sociale qui pour lui, bien évidemment, devait transformer aussi les rapports entre Européens et la majorité du peuple algérien colonisé. Et il croit, de ce point de vue-là, à la dynamique du Front populaire et il l'accompagne. Il ne part pas sur un désaccord politique là-dessus, mais sur le fait qu'il n'accepte pas, et il s'en explique jusque dans les annexes du Premier Homme, dans des dialogues qui sont extrêmement précis et parlants, que l'adhésion du PCA au Front populaire se paye en Algérie de l'abandon de toute revendication algérienne, disons, de solidarité avec les combats décolonisés, et concrètement, et c'est pas tellement une question de ligne politique qu'une question d'éthique, que le prix à payer pour ce soutien au Front populaire soit l'abandon de toute solidarité élémentaire lorsque l'aile nationaliste existait déjà sous la forme de l'étoile nord-africaine de Messaliadj et qui s'exprime très nettement dans cette période, soit dissoute par le Front populaire et ses dirigeants emprisonnés, dont Messaliadj, en août 1937. Le PC, non seulement ne manifeste aucune solidarité contre la répression, mais on peut établir, nous avons confirmé dans le livre, qu'il était à l'instigation de cette politique répressive. Pour Camus, on en parlera un peu, quelle était sa position sur l'Algérie à l'époque, en tout cas du point de vue moral, c'était vis-à-vis de camarades musulmans qu'il connaissait parfois depuis l'enfance, à Bellecour, quelque chose d'intolérable, il l'exprime et il est exclu avec une grande brutalité. Alors, ce que je voulais dire sur ce qu'il y a eu de nouveau dans cette recherche, dont je dois dire qu'on l'a menée avec beaucoup de bonheur. C'était une enquête qui nous a conduit à découvrir des tas de choses. Et je crois que on a été porté par ça dans l'écriture. Alors, trois choses qui sont à mon avis nouvelles par rapport à ce qui a pu être écrit il y a 20 ans. D'abord, les sources. Il se trouve que l'évolution de l'histoire a fait que toutes sortes d'archives communistes qui étaient à Moscou sont revenues par bribes sous forme diverses et sont accessibles maintenant en France. On mesure d'ailleurs à quel point ce n'était pas un fantasme de dire que le centralisme démocratique international était puissant, parce qu'il ne se passait rien dans une réunion de cellules à Alger sans qu'il y ait un rapport à Paris, et que le rapport parte à Moscou. Il se trouve que certains d'entre eux sont revenus et qu'on y apprend beaucoup de choses. Et il y a notamment des documents qui sont presque pathétiques, mais il ne faut pas juger les personnes, mais comprendre plutôt le système. C'est que tous les dirigeants, même moyens, étaient tenus chaque année de faire une autobiographie militante de 89 questions, où ils devaient démontrer à chaque fois qu'ils étaient dans la ligne, même si la ligne avait changé 3 fois pendant le cours de l'année. Donc lorsqu'ils excluaient un militant considéré comme une brebis galeuse, ils s'en vantaient. Donc on arrive à reconstituer assez bien les enjeux, même si tout ça est écrit dans la langue de bois, requise dans cette vie d'appareil. Donc on s'est plongé dans cette littérature un peu concernante, mais extrêmement instructive sur la réalité des affrontements politiques. Et la deuxième chose, c'est que les biographes d'il y a 20 ou 30 ans ont pu encore avoir la chance de s'entretenir avec des témoins de l'époque. Nous pas. La plupart, ils sont tous morts, on peut dire. Ceux auxquels on s'intéressait, mais nous avons eu des témoignages
que nous ne pouvons pas considérer comme de second choix, parce qu'ils ont une qualité particulière, ce sont les fils et filles de, je dirais plutôt les filles de, parce qu'il se trouve que à cette génération, ce sont plutôt des filles que nous avons pu rencontrer, et nous en avons rencontré beaucoup, aussi bien du côté musulman, aussi bien la fille de Bessaliage, que les filles d'Ouzgad et de Boukorte, qui étaient les jeunes cadres d'origine musulmane qui avaient été promus à la tête du Parti communiste algérien et qui ont appliqué, bon gré mal gré, la politique qui a conduit à l'exclusion de Camus. Nous avons rencontré les enfants des instructeurs du PCF qui étaient sur place et qui veillaient au grain, notamment le fils de Deloche, qui était l'instructeur qui a procédé à l'exclusion de Camus. Et puis, du côté européen, chez les alliés de Camus, au sens large, et toute la sociabilité de l'Alger européenne progressiste, qui était beaucoup plus nombreuse et complexe qu'on pourrait le penser dans une vision globale des Français d'Algérie, toutes sortes de fils ou de filles, ou de petits-fils ou de petites-filles, qui parfois avaient connu enfants cette période, et on a découvert des témoignages extrêmement importants. D'abord, l'importance dans chacun de ces milieux de la mémoire de ces époques, les enfants d'eux ayant le sentiment que c'est leurs parents qui ont vécu la grande histoire du Front populaire, de la guerre, de la résistance, de la guerre d'Algérie, mais en ont été entièrement gouvernés dans toute leur vie. Donc ont conservé beaucoup de traces, de documents, ont écrit beaucoup de blogs familiaux, etc. Ça a été un contact passionnant. Dernière chose, et puis on viendra sur le fond peut-être après, dans la recherche, pour nous, on a considéré que l'histoire commençait toujours par la géographie des lieux de socialité. Donc nous avons poussé toutes les portes, rentré dans tous les jardins, dans tous les lieux de réunion, dans toutes les maisons privées d'Alger, découvrant des choses extraordinaires, des endroits souvent gardés, on ne sait pas pourquoi, à l'identique depuis 80 ans. Et je crois que ça inscrit toute cette histoire dans la réalité d'une vie qui était extrêmement complexe, une sociabilité infiniment plus riche et large que ce que les biographies nous ont appris, qui sont centrées, c'est très important, sur la classe, la cagne de Camus au lycée Bugeaud, tous ceux qui, les peintres et les écrivains qui gravitent autour de Charlot. Mais l'Alger politique des années 30, c'était beaucoup plus que ça, beaucoup plus large. Tout est tradition, on voit des marchands de chaussures qui descendent des musées reclus, la famille d'Elifort, qui est de cette même famille avec des ascendances libertaires, des descendants d'Émile Pouget, encore un anarchiste célèbre, voilà, et qui irrigue tous les courants de la gauche de l'Alger de cette époque, avec une générosité exceptionnelle, et ce sont ces familles et ces lieux, souvent inconnus, que nous avons redécouverts, qui sont l'Alger du Front populaire, avec toutes ses nuances politiques, l'Alger de la résistance et l'Alger de la guerre d'Algérie des libéraux. Donc là, il y a une richesse et une continuité d'histoire qui nous a porté, on peut le dire, pendant toute cette recherche et cette écriture. J'ajouterai seulement que nous avons eu plaisir, il l'a dit, à reconstituer un petit peu des milieux, et ce milieu de très jeunes gens. Camus a 22 ans quand il adhère au parti, Charlot en a 21, Edmond Charlot, Bénisti doit en avoir 23, 24 peut-être. Bon. Et tous ces jeunes gens, j'allais dire, réinventent le monde parce que le centenaire de la colonisation, 1930, c'est tout récent. Or, ça a été quelque chose de complètement raté, dans le sens que c'était une célébration du passé. Et cette jeune génération d'artistes, de peintres, de libraires, d'écrivains et beaucoup d'autres architectes, ils veulent construire le présent et l'avenir. Et donc, on a l'impression d'un milieu extraordinaire, alors qu'ils passent, en même temps, ils continuent leurs études, tous ces gens-là, ils cherchent du travail, ils se baladent, ils saignent, bon, on a été étonnés de cette vitalité prodigieuse, et quand on voit Camus, qui pourtant
sa tuberculose est encore pas très très loin, qui termine ses études, qui est tous les jours chez Charlot, qui va dans l'atelier Bénisti. Les souvenirs de Bénisti sont, Bénisti père, sont là. On choisit pas sa mère, ça s'appelle. Que tout ce monde-là, en même temps, le souci d'une pratique culturelle réelle. Et je voudrais revenir sur ce qu'on dit toujours, Camus, secrétaire de la Maison de la Culture. La Maison de la Culture, ce n'est pas des maisons de la culture à la Malraux. C'est très exactement ce que le PC demande aux intellectuels de faire, c'est-à-dire de fédérer des associations culturelles pour unir tous les efforts. Et Camus, qui est le secrétaire de cette Maison de la Culture, sert simplement de, j'allais dire, de plaque tournante. Mais ça veut dire que toutes les forces vives qui ont à voir avec la culture, y compris des cours d'alphabétisation, etc., passent par là. Et le théâtre du travail qu'il fonde à ce moment-là dans le cadre de la Maison de la Culture, c'est très exactement aussi le programme que propose le PCF. Et d'ailleurs, on voit dans les journaux officiels du PCF des gens qui disent la Maison de la Culture d'Alger, ça c'est quelque chose de bien. Sauf que, avec la personnalité de Camus et de tous ses amis, ils font autre chose à l'intérieur de cette structure que ce que le PCF pouvait penser ou espérer. Donc les tensions sont venues de ce que Christian a dit, à savoir ce désaccord fondamental, mais sont venues aussi du fait qu'il n'appliquait pas la ligne dans l'ensemble de ses activités culturelles. Alors je veux dire qu'il y a une sorte de coalescence de toutes les activités, de toutes les énergies entre des gens très différents et entre des sphères très différentes. Et il y a effectivement, et on l'a vu dans les yeux de tous ceux qui en parlaient et dans les documents qu'ils nous ont sortis, il y a eu quelque chose comme un âge d'or pendant quelques mois seulement, mais qui a créé des liens tellement forts que même ceux qui avaient pu être des ennemis politiques de ce moment-là se retrouvaient ensuite parce qu'ils avaient vécu la même aventure. Et c'est ça qui nous a étonnés, alors avec en plus tout ce charme des lieux que l'on retrouvait et des gens. Donc voilà, c'est aussi l'Alger de 1935-37, du milieu des années 30, qui ressort là, avec toutes, et ça j'insiste beaucoup, tous les échos qu'il y a eu ensuite pour Camus, non seulement tout le difficile travail par rapport à cette aventure douloureuse du PCA, mais aussi par rapport à ce qui avait été vécu et qui pour lui a été complètement formateur dès le début. Tout son rapport au théâtre, ça a commencé là aussi. Théâtre du travail, il le fonde début 36, et après, il continue au théâtre une fois qu'il a quitté le PCA. Magnifique. C'est magnifique. Et effectivement, on a cette circulation et ça vient se briser. Et ça vient se briser sur pas seulement des paroles, mais les paroles, je voudrais les rappeler. Enfin, c'est vous qui les rappelez. C'est un article d'un journal qui s'appelle La lutte sociale. On ne peut avoir raison contre notre grand parti communiste et sa glorieuse internationale. Les communistes avec le peuple, tranquillement et ardemment, marchent vers la réalisation d'une Algérie et d'une France libre et heureuse, et vers le monde nouveau de l'avenir. Ça, c'est complètement fracassé à ce moment-là. Tout le travail qui est fait par ces jeunes gens, effectivement, on voit que là, il y a quelque chose qui va procéder d'un refus de l'enfermement, d'un refus de la glaciation, d'une certaine façon. Un refus de l'absence de pensée. Alors, sur ce fracas, effectivement, politique que conclut l'exclusion de Camus, il y a un point sur lequel notre livre est totalement neuf, parce que c'est quelque chose qui n'avait pas été dit. Les biographes ont approché l'exclusion de Camus, ont assez bien compris ce qui s'était joué, même si nous avons été beaucoup plus précis dans les sources, mais ils n'ont pas vu que cette exclusion n'était pas une exclusion exceptionnelle, individuelle. Et nous avons établi, dans une lecture peut-être beaucoup plus attentive de la presse, notamment communiste de l'époque, on l'a fait jour par jour, et des archives, qu'en réalité, il s'agit bien d'une politique d'exclusion qui se développe du sommet à la base, et le sommet étant Paris, agi par Moscou, et qui va jusqu'aux cellules, y compris
compris la cellule des intellectuels, comme on disait, qui était la cellule qu'animait Albert Camus au plateau Solière, et autour de laquelle gravitaient toutes les activités culturelles dont on vous a parlé. En effet, qu'est-ce qui se passe? Dès août 1936, le responsable de la commission coloniale du PCF, André Ferrat, un très grand intellectuel, qui était un anticolonialiste, qui avait d'ailleurs organisé 2 ans plus tôt comme instructeur à Alger le tournant, un premier tournant, dans le bon sens celui-là, du PC vers la masse musulmane, et promu des jeunes cadres d'origine musulmane, notamment Ousgane et Boukor, qui étaient tout jeunes gens eux aussi, et qui avaient été nommés secrétaires généraux de la région d'Alger, etc. Au moment où la réorientation du PCF en soutien au Front populaire, qui aurait pu ne pas abandonner cette politique, se fait comme se faisaient les tournants de l'organisation stalinienne, c'est-à-dire que c'était des tournants à 180 degrés. On avait été pour l'arabisation du parti un jour, le lendemain, on était totalement tricolore et on célébrait, ce qu'on vient de vous citer, l'union du peuple algérien et du peuple de France. Ça voulait dire qu'il ne fallait plus parler de revendications indigènes. Donc, André Ferrat est exclu par le comité central dès août 1936. Immédiatement après, il y a une première exclusion d'un proche de Camus, plus ouvrier, un syndicaliste, un peu anarchisant, c'est vrai, très internationaliste, pro-espagnol, etc., qui est Hugues Fanfani. Nous avons vu aussi la veuve et la fille, qui est exclue comme trotskiste, bon, ce qui n'était pas, mais enfin c'était la belle que l'on mettait, c'est ses contemporains des premiers procès de Moscou. Hein. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout une histoire isolée, et on a recensé au fil des petites rubriques de la lutte sociale des exclusions successives touchant différents militants un peu dissidents. Et c'est vrai que Camus est le dernier à être exclu, et qu'il est exclu pour les mêmes raisons, mais dans des conditions différentes. D'abord, il aurait pu être exclu plus tôt parce que ses positions étaient claires et étaient à la fois, comme l'a rappelé Agnès, sur le terrain proprement politique et sur le terrain culturel. Simplement, il avait une grande aura personnelle auprès des membres de sa cellule, très souvent ses amis qu'il avait recrutés, et sur la sphère publique. Il avait commencé à déprovincialiser la culture à Alger par cette politique très ouverte et très créatrice. Donc, on ne pouvait pas le toucher trop brutalement, trop visiblement ou trop vite. Donc, on a l'appareil a sans doute épuisé un certain nombre de pressions avant de l'exclure. Et d'autre part, à la différence des autres, il y avait un rituel des exclusions staliniennes. C'est quand on excluait quelqu'un, qu'on avait en général promu précédemment, porté au pinacle publiquement, on le dénonçait dans la presse, en disant c'est un traître, c'est un renégat, méfiez-vous de lui, il est sur des positions fascistes, etc. Et l'appareil ne l'a pas fait pour Camus. Et je crois qu'il ne l'a pas fait parce qu'il s'est rendu compte que ça serait totalement contre-productif. Ça n'aurait aucune crédibilité et qu'en réalité, ça amènerait plutôt à s'interroger sur les raisons réelles. Ce qui fait que ça a laissé ouvert le doute, est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a été exclu? Il n'y a aucun doute que Camus a été exclu, on en a des preuves, et qu'il a souhaité être exclu. Il aurait pu démissionner comme beaucoup de militants découragés. Il a voulu, au prix d'une très grande violence dont il a porté les traces toute sa vie, affronter les dirigeants et exposer ses positions, et je crois que c'est tout à son honneur. Je pourrais parler, mais peut-être plus tard, pour ne pas être trop long, sur les positions de Camus sur l'Algérie à ce moment-là, qui sont très intéressantes pour comprendre un petit peu la suite. Si je peux ajouter quelque chose sur l'entrée de Camus au Parti communiste algérien, on a souvent dit c'est son professeur Jean Grenier qui l'y pousse. Oui, mais il y a plein d'autres personnes avant Jean Grenier, ne serait-ce que son ami très proche à ce moment-là, Claude de Fréminville, qui a déjà adhéré, qui ne cesse de lui écrire dans les lettres il faut que tu y ailles, il faut que tu y ailles. Et quand il va voir Jean Grenier et qu'il lui écrit, sa décision est déjà prise.
C'est simplement ce jeune homme qui va voir son professeur le plus, j'allais dire, sage, pour lui dire, écoutez, voilà. Et Jean Grenier lui dit, allez-y. Alors on a dit, Jean Grenier, qui a dénoncé l'orthodoxie, etc., il pousse de façon extrêmement cynique. C'est plus compliqué que ça. Quand on regarde ce que Jean Grenier écrit, il semble qu'il y a eu quelque chose comme un engagement par procuration. Parce que Jean Grenier, à la fois, dénonce les dérives des engagements et en même temps est un nostalgique de l'action. Et devant l'espèce de richesse humaine de Camus, on comprend qu'il lui est dit écoutez, allez-y. C'est-à-dire qu'il a entériné une décision qui avait déjà mûri depuis longtemps chez Camus. Camus n'est pas le petit garçon qui vient de nous demander au père est-ce que j'ai le droit, voilà. Et là, on a vraiment les lettres qui le disent, et je crois que c'est important de défaire cette image vraiment simpliste. Jean Grenier dit à Camus va t'inscrire, et Camus dit oui chef. Non, c'est pas ça du tout. C'est ce qu'a écrit Onfray. Mais je n'ai rien dit. Oui, mais que vous remettez en cause justement dans le livre et dont vous analysez précisément le caractère un peu contre-productif finalement de cette présentation. On a le texte de la lettre de Camus à Jean Grenier en 1961 que j'aurais bien lu, mais là le temps en file, et qui est absolument magnifique, dans lequel Camus dit en substance, effectivement, ça a été la meilleure façon de comprendre qu'il ne fallait pas que je reste, il fallait que j'y aille. Voilà. Et c'est vrai que là, il est confronté à une parole de maître. Merci infiniment. On va voir si on pourra revenir. Et je me tourne vers vous, Saad Riari, et également, et pas en même temps, dans un second temps, Michel Touillot, parce que là, on va assister à ce qu'on pourrait appeler des métamorphoses du roman, l'étranger, des continuations. C'est-à-dire que le texte, on le sait, on a eu, c'est toujours l'exemple, enfin l'écrivain qui est nommé, pourquoi pas, le travail le roman de Kamel Daoud. L'étranger continue à être une matrice, continue à être producteur de significations à partir desquelles on continue à avancer. On n'est pas dans des histoires totalement invraisemblables. On est dans des constructions à partir d'éléments potentiels chez l'écrivain. Alors, vous, dans Le Soleil n'était pas obligé, qui est publié à Alger, vous revenez sur le personnage féminin de Catherine. Et vous travaillez sur son destin. Et c'est à dessein, évidemment, que j'ai cité le nom de Kamel Daoud, parce qu'on rencontre Kamel Daoud dans cette histoire. Et donc on voit comment les choses continuent à se monter, à se greffer, à se construire. D'où vient cette présence presque intime avec D'abord, une petite précision. J'ai appelé le livre « Le soleil n'était pas obligé », c'était un clin d'œil à Amadou Kourouma, que j'ai connu. Oui, parce qu'il a appelé son livre pour lequel il a obtenu le prix Renaudot, qui s'appelle « Allah n'est pas obligé ». Et donc, si vous voulez, c'était un clin d'œil. Et en même temps, c'est chargé de sens parce que Marie Cardona, excédée par le fait que Meursault ait été guillotiné alors qu'il ne voulait pas tuer, je vais dire intentionnellement, a dit après tout, parce que finalement tout le monde dit que c'est à cause du soleil, etc., que le soleil n'était pas obligé. Elle est un peu fâchée. Voilà, ça c'est juste pour situer, pour rendre, j'allais dire, hommage aussi à Amadou Kourouma, qui est quelqu'un qui était un opposant politique au régime ivoirien, que j'ai connu en Algérie parce que c'était un exilé politique. Et il a eu une carrière magnifique parce qu'il a obtenu le prix de concours des jeunes lycéens. Il a écrit notamment En attendant le vote des bêtes sauvages. Enfin, c'est quelqu'un de prodigieux. Alors, si vous permettez, c'est aussi quelqu'un qui a une carrière militaire, qui a combattu en Indochine
Et quand on a demandé à ce qu'il aille se battre en Algérie, il a refusé. Il a fait 3 ans de prison, effectivement. Ceci pour le titre. Alors pour les circonstances, en fait, l'idée, c'est que lorsque le livre de Kamel Daoud, donc Meursault contre enquête, est sorti avec tout le succès dont on se rappelle, j'avais écrit le jour même une lettre qui a été publiée sur l'Obs et qui était signée Marie Cardona. Et donc Marie Cardona apprend que Kamel Daoud, quelqu'un veut sa peau en Algérie parce qu'il a laissé une fatwa contre lui parce que pour apostasie, etc. Et donc elle apprend que Kamel Daoud, dans son livre, retrouve la trace de son frère qui a été assassiné et reproche à Albert Camus de ne pas avoir donné de nom à l'arabe, puisqu'il appelle l'arabe. Et donc, alors Marie Cardona écrit à Kamel Daoud et lui dit, écoutez, en réalité, c'est le malheur nous unit tous les deux parce que vous avez perdu votre frère unique et moi j'ai perdu le seul homme de ma vie. En réalité, le malheur nous unit, tâchons de nous rencontrer parce que j'ai tellement de choses à vous dire. Donc, si vous voulez, c'est un personnage de roman que je fais revivre. Et donc, du coup, la lettre a eu un succès fou. Enfin, beaucoup d'internautes m'ont répondu à ça. Je dis, tiens, je vais aller jusqu'au bout de cette lettre. Et donc, elle envoie cette lettre à Kamel Daoud qui lui répond, qui lui dit, écoutez, venez en Algérie, je vous attends. Et en réalité, il lui pose un lapin. Alors, elle va en Algérie, elle ne le retrouve pas, elle part avec une amie à elle, qui est une Française de France et qui s'est toujours moquée d'elle, parce que elle lui dit, oui, vous, les pieds noirs, après tout, vous n'avez que ce que vous méritez, parce que vous avez toujours fait suer le burnous, etc. Et l'autre qui se défend en disant, mais non, attendez, en Algérie, il y a des petits peuples, il y a des petits pieds noirs qui sont des gens pauvres, et nous n'avons rien à voir avec cette guerre, après tout, nous sommes victimes, etc. Et donc, elles partent toutes les deux en Algérie. En arrivant, ils apprennent que Kamel Daoud ne sera pas là. Par contre, il y a un cousin à lui qui va les recevoir. Je ne vous raconte pas tout le livre parce qu'il faut, je pense, à l'éditeur, je vais me faire engueuler. Mais si vous voulez, alors c'est toute il faut un voyage. Et au fur et à mesure du voyage dans la voiture, ils discutent. Les deux Algériens qui le reçoivent leur disent la vérité sur le pays, avec tous les reproches qu'ils peuvent adresser donc, aux autorités, notamment au gouvernement actuel. Et Marie Cardona fait une espèce d'introspection et réalise qu'en réalité, le peuple, en réalité, les petits pieds noirs, comme on dit, les petits blancs, vivaient à côté des Algériens sans se connaître, et qu'en réalité, les deux peuples étaient victimes de l'histoire d'Algérie. Finalement, les pieds noirs étaient obligés d'être rapatriés, et je trouve que le mot n'est pas juste parce qu'il y a des gens qui n'ont jamais mis des pieds en France. Et donc leur pays, c'est l'Algérie. Et donc je fais parler et je fais côtoyer ces deux peuples. Et je tenais absolument à rendre justice à ces petits pieds noirs, parce que moi, j'ai jamais connu l'Algérie, les pieds noirs, j'ai vécu en Algérie, mais j'étais dans un village où il y avait très peu de pieds noirs. Les seuls pieds noirs qui étaient là-bas, c'était ou des fonctionnaires ou des gros agriculteurs. J'ai jamais eu de camarades pieds noirs, sauf un seul garçon de mon quartier. Et en revanche, j'ai connu les pieds noirs après l'indépendance, en même temps que j'ai découvert Alger. Et j'ai découvert des gens merveilleux, qui sont restés encore jusqu'aux années 75, et j'ai connu les histoires de Cabanon exactement comme c'est décrit dans l'étranger. J'ai connu des gens d'une très grande générosité, et qui ont resté qui ont tenu jusqu'au bout. Bon, il y en a qui sont morts de leur mort naturelle, d'autres qui sont partis parce que désespérés, la situation ne s'est pas arrangée pour eux. Et je voulais absolument leur rendre justice. Alors, du coup, il y a certains personnages de l'étranger que je reprends, notamment M. Salamano, je le fais passer pour quelqu'un, militant communiste, et qui n'arrête pas de dire aux pieds noirs autour de lui, attendez, vous savez, il va vous arriver ce qui est arrivé en Indochine. Si vous continuez comme ça à mépriser vos voisins, etc. Donc, si vous voulez, c'est ce dialogue entre des petits blancs, comme on dit, et le reste, et des descendants d'Algériens pauvres analphabètes qui ont maintenant fait des études, etc., qui fait qu'il y a des liens qui se tissent entre eux
Et du coup, Marie Cardona ne regrette pas du tout de ne pas avoir rencontré Kamel Daoud. Elle dit après tout, j'ai rencontré des gens formidables. Et il y a même une histoire d'amour qui se noue entre son ami et un Algérien qui est là. Et c'est un peu un clin d'œil pour dire qu'il ne faut pas désespérer. Il faut toujours essayer, il faut toujours voir le verre plein. Et c'est une espèce de prière, si vous voulez, que je fais moi-même en disant j'espère que les relations vont reprendre en termes de peuple parce qu'il y a tellement de choses à dire. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que, encore une fois, le rapport à Camus, les rapports de Camus avec son propre environnement, avec sa propre existence, contiennent tous ces éléments-là. C'est peut-être aussi la raison essentielle, ce que je veux dire avec Introïse, pour laquelle cette œuvre nous parle autant et continue à nous faire vibrer, et continue à nous interroger, faire en sorte que nous nous interrogions sur cette histoire. Je me tourne vers vous, Michel Touillot, parce que là aussi, on rebondit sur l'étranger. Et là, on est plutôt face obscure. Meursault, d'une certaine façon, sauve sa tête, mais il ne sauve pas sa vie. Et puis en même temps, il fait réflexion dans une espèce de dialogue avec soi-même, avec le lecteur, dans lequel il prend conscience, lui, de la situation coloniale. Et là, on va jusqu'au bout des conséquences humaines de cette situation. Vous croisez cette construction avec effectivement aussi le premier ordre qu'on retrouve. Voilà, je vous laisse revenir sur cette histoire, sur cette construction. Qu'est-ce qui fait que le texte est autant matriciel encore pour vous? D'accord. Bien, d'abord, je veux remercier Coup de Soleil de m'avoir invité, de m'avoir donné l'honneur de m'exprimer devant vous. Alors, en ce qui concerne mon projet, il est assez particulier parce que je n'ai aucun rapport avec l'Algérie. Je n'ai jamais vécu en Algérie, je n'ai pas de parents pieds noirs, je suis un Français pur sucre. Mais la lecture de l'étranger m'a toujours interpellé. Il y a des choses qui m'ont gêné. Concernant, évidemment, je ne suis pas le seul, concernant les Arabes, entre guillemets, donc le peuple arabe, on sent très très vite que donc Meursault est comme les gens de sa communauté, pieds noirs, français d'Algérie, et séparé de son contexte et de la réalité historique dans laquelle il se trouve. Et donc, absence des Arabes, si on regarde bien, ils sont absents même en prison. C'est-à-dire que, par exemple, Meursault arrive pour la première fois dans la cellule, il est reçu par des co-détenus, mais les rapports sont vraiment étranges. Par exemple, les co-détenus, quand ils le voient arriver, rient parce que bon, c'est un Français d'Algérie qui est en prison. Et Meursault, par exemple, leur dit je viens de tuer un Arabe. Et les Algériens, donc les détenus d'origine algérienne, les indigènes, deviennent silencieux. Et curieusement, ils lui apprennent à faire son traversin. Donc ça, c'est des choses que je n'arrive pas à digérer. Quand je lis ça, ça ne passe pas. Autre chose qui ne passe pas dans ma lecture de Camus, moi je ne suis pas un spécialiste comme les personnes qui sont à ma gauche, c'est la condamnation à mort. C'est-à-dire que je pense qu'il y a forcément dans l'Algérie coloniale de l'époque un jury qui va accorder des circonstances atténuantes à Meursault. Donc j'ai pris la décision, je suis écrivain, je suis Dieu, n'est-ce pas? J'ai pris la décision de le condamner non pas à mort comme Camus, mais à de la prison.
Donc, il bénéficie des circonstances atténuantes. Et alors, en prison, il va rester plusieurs années et il va être confronté aux personnes avec lesquelles il n'a pas véritablement communiqué. Et donc, il va vivre les peurs, le malaise que Camus n'a pas exprimé, Camus a exprimé seulement à la fin de sa vie, donc à la fin du dernier roman autobiographique, à savoir Le Premier Homme. Et donc, Meursault, le personnage, va prendre conscience de tout ce qu'il n'a pas vu et, d'une certaine manière, de ce que Camus a caché, occulté, dans ce roman L'étranger que je considère comme un roman colonial. Alors je ne suis pas le seul, et heureusement pour moi, d'une certaine manière, on pourrait dire que, je ne suis pas le seul à faire cette analyse, on pourrait dire aussi que Kamel Daoud a crevé l'abcès. C'est-à-dire que vraiment, depuis Kamel Daoud, on se pose la question de savoir quelles étaient les relations de Camus avec la population algérienne, avec les voisins, etc. Et donc, mon personnage va dans un dialogue avec lui-même, parce qu'en prison, on s'ennuie. Et puis, d'une certaine manière, il va se dédoubler. Donc, il y a le Meursault qui est en prison, qui vit une réalité extrêmement pénible, avec des détenus qui lui en font voir de toutes les couleurs. Et il va dialoguer avec le Meursault d'avant, le Meursault un peu inconséquent, qui flirtait avec la vie, avec les femmes, la plage, la mer, etc., le paradis algérien ou algérois. Et petit à petit, comme je le disais tout à l'heure, il va prendre conscience de la réalité politique. Parce que, coïncidence, je suis resté donc à la période pendant laquelle Camus écrit son livre, en 39-40. Coïncidence, on en a parlé tout à l'heure, il y a les premiers détenus politiques nationalistes qui sont internés, donc qui sont prisonniers à Alger. Donc j'ai trouvé intéressant de faire coexister un être de papier, donc Meursault, qui est un peu le reflet de Camus. Pourquoi ? Parce que Camus, à un moment donné, dans les cahiers, dit qu'il y a deux hommes qui lui ont permis de construire le personnage de Meursault dans lui. Donc on peut penser que L'étranger est une forme d'autofiction. Donc j'ai pensé intéressant de faire coexister Meursault, qui est une forme d'image de double de Camus, et les premiers détenus politiques, dont Messali Hadj. Et d'ailleurs, au même moment, Camus, en écrivant L'étranger, Camus s'intéresse de près au sort des détenus politiques, puisque en mai 1939, il demande au gouvernement français de les libérer. De les libérer en faisant un calcul d'ailleurs, puisque les nationalistes pourraient éventuellement entraîner la population algérienne vers la sécession, ou pourraient ne pas faire en sorte que la population algérienne se désolidarise de l'Empire français et finalement créer des torts à l'Empire français, alors que la guerre est en train de se profiler à l'horizon avec les agressions des pays fascistes. Voilà, donc mon Meursault ne meurt pas sourd, encore qu'on pourra en discuter, mais dans mon roman, il meurt puni. Parce que ce que j'ai voulu faire d'une certaine manière, et c'est ce qui m'a motivé dans mon écriture, j'ai voulu rendre justice aux Arabes, en particulier à l'Arabe qui meurt sur la plage. Comme Kamel Daoud et comme d'autres, j'ai donné une famille à cet Arabe. Arabe entre guillemets, vous connaissez le problème, arabe, berbère, chaoui, etc. Donc j'ai donné une famille. Pendant le procès, finalement, que je révise d'une certaine manière, chez Camus, il n'y a pas de partie civile, il n'y a pas d'avocat.
Si vous remarquez, les témoins sont tous du côté de Meursault. On a Céleste, Marie, Raymond, etc., etc. Donc il n'y a pas de témoins du côté arabe. Donc moi, je me suis permis, et encore une fois, je suis Dieu, n'est-ce pas? Je me suis permis de réviser le procès de Camus. Voilà, je vous remercie. Merci Michel Touillot pour la présentation de votre ouvrage et la contextualisation justement interne de votre écriture. Moi, ce que je dirais de manière générale, c'est que voilà, on voit bien que, encore une fois, je répète ce qui a été dit tout à l'heure, l'œuvre de Camus, elle est matricielle. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut continuer à la travailler, on peut, quels que soient les accords ou les désaccords, on peut continuer à analyser, on peut continuer à fantasmer, pourquoi pas, sur un certain nombre d'éléments, tout simplement parce que le sujet camusien, c'est pas un sujet transparent, c'est pas un sujet, c'est pas non plus un sujet opaque, c'est un sujet vivant, c'est un sujet qui est dans une dynamique, qui est dans une construction, une sculpture de soi, qui reste, encore une fois, exemplaire. Alors, je vous propose de procéder de la manière suivante. Est-ce que quelqu'un ici voudrait réagir, voudrait prendre la parole, compléter telle ou telle chose? Je ne sais pas réagir au sens l'étranger roman colonial, on peut discuter sur ce que ça veut dire. C'est aussi un très grand roman, donc de toute façon, sa capacité de fiction dépasse son contenu tel qu'on peut le juger sur tel ou tel point. Il faut faire très attention de ne pas confondre un narrateur et l'auteur du roman, ou un auteur de roman et son personnage. Camus n'est pas Jacques Cormery, même si Jacques Cormery lui doit beaucoup, et il n'est certainement pas Meursault. Et en ce qui concerne la connaissance personnelle que Camus avait d'indigène, elle est sans doute beaucoup plus importante que celle de Meursault. Il faisait partie, effectivement, il était né dans le milieu des petits blancs néo-français d'origine espagnole, qui étaient soumis eux-mêmes à une espèce d'ostracisme des Français de souche à l'égard des néo-français, comme on disait, et l'ostracisme à l'égard de la misère. Et dans un quartier Bellecour, dont il faut rappeler qu'il était le deuxième quartier indigène après la Casbah, mais avec une très grande densité démographique indigène, ouvrière, syndicaliste, militante, etc. Que donc quand on parle, ce sur quoi l'enquête mériterait d'être menée plus avant, parce qu'on en sait peu de choses, des amis arabes, entre guillemets, parce que la plupart étaient kabyles dans ce quartier-là, de Camus, c'est pas simplement trois camarades d'école, ce sont des amitiés qu'il a menées jusqu'à l'âge adulte, avec une très grande fidélité et un très grand contenu intellectuel et politique. D'ailleurs, sur son exclusion, les dialogues auxquels je faisais allusion, qui sont en annexe du premier homme, se mènent avec un arabe auquel il donne un nom, même si c'est un être de fiction, c'est Sadoc, et lorsqu'il discute avec lui de pourquoi il a été exclu du parti, il le fait avec une très grande précision, qui montre qu'ils étaient proches non seulement humainement, qu'ils ne pouvaient pas assumer face à cet ami de longue date ce qu'il considérait comme une trahison morale du PCA, mais aussi il parle d'intellectuel à intellectuel, de militant à militant. Donc Camus, c'est ça. D'autre part, même sur les origines de Meursault, un des modèles de Meursault, c'est Sauveur Galiero, peintre.
à qui il emprunte des traits d'humanité. Bien évidemment, il n'avait tué personne. Je rappelle quand même que Sauveur Galiero vivait dans les Casbah, dans les années 30, que donc il était dans ce milieu des artistes proches de Camus, quelqu'un qui avait choisi d'entretenir une relation de grande proximité avec des Arabes qu'il appelait certainement par leur nom. Hein. Donc on peut s'interroger pourquoi l'arabe devient une figure générique et pas une figure individualisée dans l'étranger. Ça peut aussi avoir une dimension de critique implicite. Il est vrai que la condamnation à mort est peu vraisemblable, vu ce qu'étaient les pratiques judiciaires de l'époque, que l'on ne retrouve pas, à ma connaissance, de cas connus d'Européens ayant tué dans telle ou telle circonstance un indigène qui était condamné à mort et exécuté. Mais d'un certain point de vue, certains l'ont écrit, y compris ceux qui pensent, qui ont une vision critique de l'étranger, que d'un certain point de vue, c'est Camus qui condamne aussi bien, et que la justice n'aurait sans doute pas fait dans semblables circonstances. Que donc Camus, d'un certain point de vue, a conscience dans son univers romanesque, cette projection romanesque, de ce qui reste l'inhumanité profonde de ce meurtre, même si ceux qui le défendent disent qu'il a eu lieu par accident. Comme on vient de le dire en France à propos du meurtre d'une jeune femme par son mari. C'était un accident. Non, c'était un assassinat. Dans le cas de l'étranger, quelles que soient les circonstances. Voilà, je dis tout ça pour que ces questions soient abordées avec un peu de sens de la complexité des choses. Si vous permettez, moi je dirais que il y a plusieurs Camus. Et il y a le Camus écrivain. Il est évident qu'on ne peut pas superposer complètement Meursault et Camus. Et on peut aussi supposer, et ça irait dans le sens de ce que vous dites, comme une distance critique de Camus vis-à-vis de son personnage. C'est-à-dire que son personnage ferait des choses, évidemment, que Camus ne ferait pas, comme par exemple passer au meurtre, franchir comme une espèce de ligne rouge, à partir de laquelle, comme il est dit dans le roman, on tombe dans le malheur, on est dans la perte de l'équilibre, et donc peut-être de l'équilibre fragile entre les communautés qui permet de vivre ensemble, même séparés. Merci beaucoup. Il nous reste 10-15 minutes. Je propose, on a un micro, je propose qu'on fasse circuler parmi vous. Et je suis sûr que vous avez beaucoup de questions. Si vous avez de la difficulté avec la première, on passe tout de suite à la seconde. Bonjour, alors moi je reviens sur ce qui vient d'être dit. Je suis algérienne, j'ai vécu en France depuis 60 ans et je n'ai jamais pu lire Camus jusqu'au bout parce que je sentais que c'était un très grand écrivain mais colonialiste au fond. Voilà, merci. Bonsoir, moi j'adore Camus. Juste pour compléter avec M. Touillou, il a écrit La misère en Kabylie 39-45, au moment où il a écrit L'étranger. Donc Camus n'est pas colonialiste. Alors, 39. oui, alors si vous voulez... Dans le Algérie républicain, ce sont les chroniques algériennes. Oui, mais il y a La misère en Kabylie. Oui, dans les chroniques algériennes, de 39. Oui, à l'intérieur, oui, d'accord, je l'ai lu, madame, merci. Voilà, on va comprendre. Je peux répondre. Alors oui, Misère de la Kabylie est écrit en juin 39 dans Alger républicain et repris dans les années 50 dans Chronique algérienne. Donc effectivement, Misère de la Kabylie dit très clairement que le système colonial aggrave les problèmes, j'allais dire les problèmes naturels, en particulier au moment de la famine. Il dit évidemment le système colonial est beaucoup plus meurtrier pour les Arabes que pour les Européens.
colonialiste, je voudrais dire que le meurtre lui-même, et j'irai dans le même sens que Christian, peut s'interpréter comme la claire conscience que le système colonial est en soi potentiellement meurtrier. Parce que pourquoi Meursault tue l'arabe? C'est parce qu'il y a ce qu'on appelait le locus aminus, le lieu merveilleux de la plage, là où il fait frais. L'arabe, il y est. Et Meursault veut y aller. Et c'est dans ce cadre-là qu'a lieu le meurtre. Il me semble qu'on peut y voir une sorte de parabole de la situation coloniale dont Camus est parfaitement au courant qu'elle est scandaleuse et dont il montre que les Français colonisateurs ont occupé ce lieu et que, évidemment, quand on occupe ce lieu, potentiellement, on est meurtrier. Ce qui ne veut absolument pas dire que Camus dit on a raison de coloniser, on a raison d'être potentiellement meurtrier, mais qu'il montre la violence intrinsèque du système colonial. Et pour moi, c'est le même Camus qui écrit Misère de la Kabylie et qui écrit L'étranger et qui, en 1945, dénonce dans Combat les massacres du Constantinois et qui, dans les années 50, ne cesse de dire l'injustice a créé la haine en Algérie et nous l'avons bien mérité parce que nous avons laissé passer toutes les occasions. Je veux dire Camus, et il faut vraiment lire Chronique algérienne dans son entier, Camus est tout à fait conscient que c'est le refus absolu de la France par rapport au système colonial et l'injustice intrinsèque que cela représentait qui est la cause de tout. Et les accusations sont extrêmement précises dans Chronique algérienne qui reprend tous ces articles de 39 à 55. Michel Touillot, vous vouliez réagir. Oui. Alors, ce que je rajouterais, mais alors je ne suis vraiment pas un spécialiste, mais Camus est quand même toujours resté plutôt réformiste et, je mets un conditionnel, n'aurait jamais accepté de remettre en cause le système colonial et l'Empire français. Est-ce que je me trompe? Oui, le temps des colonialismes, il écrit et il le publie, le temps des colonialismes est terminé. Combat, éditorial de Combat, 45. Le temps des colonialismes est terminé, on ne peut pas être plus clair. Camus n'est pas pour l'Algérie française, même s'il n'a jamais soutenu l'indépendance sous l'égide du FLN. C'est vrai. Mais il n'est pas colonialiste pour autant, et ceux qui veulent le récupérer au nom de l'Algérie française n'ont pas lu tout simplement Chronique algérienne. Je crois qu'il faut éviter, on ne va pas dans ce sens-là heureusement, de réécrire l'histoire. Camus est mort en janvier 60. Depuis, il y a un exercice auquel des tas de gens se livrent. Qu'est-ce qu'il aurait fait si? Alors il y a ceux qui nous écrivent, Ousgan par exemple, le dirigeant du PC qu'il avait exclu, qui a ensuite a rallié le FLN, après avoir été exclu lui-même, dit dans une lettre que l'on cite, Camus aurait été un prix Nobel FLN s'il avait vécu. Félaga. Bon. Prix Nobel Félaga. Bon, je ne crois pas, Camus se sauve. Bon, je ne veux même pas rentrer dans l'histoire fiction. Il y a ceux du côté de l'Algérie française et de l'OAS qui continuent à dire si Camus avait vécu, bien évidemment, il aurait soutenu l'OAS. C'est absurde aujourd'hui. Je ne veux pas rentrer dans cette question-là. Camus, il ne s'agit pas de dire qu'il a eu raison sur tout, il a vécu un drame sur la fin de la guerre d'Algérie, personnel et politique, qu'il a amené plutôt à se mettre en retrait. C'est vrai qu'il n'a jamais pris position ouvertement pour l'indépendance telle qu'elle se présentait à la fin de sa vie, sous l'autorité exclusive du FLN. Bon, on peut le regretter, hein, si comme prix Nobel, il avait dit, comme l'ont dit Germaine Tillon, par exemple, à la même époque, l'indépendance est maintenant inévitable et il faut voir comment elle peut se faire au mieux, notamment dans la bonne coexistence des communautés
dont la majorité, c'était bientôt bien sûr algérienne, et du point de vue du pluralisme politique, ça aurait eu un immense impact, parce qu'il avait des grandes autorités morales. Il ne l'a pas fait. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Il faut comprendre aussi, juger avec 50 ans de recul et l'expérience de ce qui s'est passé depuis, des choses qui l'inquiétaient, qu'il aurait peut-être pu surmonter autrement. Ce qui l'inquiétait, c'était deux choses. C'était qu'il voyait se profiler que l'indépendance aboutirait à l'éviction pure et simple de sa communauté, les petits blancs d'Algérie, comme vous dites tout à l'heure. Ce n'était pas forcément une fatalité, peut-être que le combat politique qu'il aurait mené aurait pu l'empêcher. Bon, en tout cas, pour lui, c'était quelque chose dont il pensait que ce serait grave de conséquences, et pour cette communauté, et pour l'Algérie tout entière. Bon, il était d'autre part contre, et il pensait que ça aurait des conséquences politiques durables, que le combat pour l'indépendance tel qu'il était mené s'appuie, ils n'étaient pas le seul, il n'a jamais été pour la torture et pour le contre-terrorisme européen, mais il pensait qu'un combat pour l'indépendance passait par des attentats contre les civils, etc., se desservait lui-même et obérait l'avenir du point de vue humain et politique. Bon, ce sont des questions assez sérieuses, et avec le recul de l'histoire, on ne peut pas dire qu'elles ne s'opposaient pas. Hein. Je ne dis pas ça pour justifier, mais pour dire les choses avec mesure et justement sans jugement rétrospectif facile. Hein. Bon. En plus, en rappelant qu'il est mort en 60. Alors, autre chose, sur les positions au moment de son exclusion. Hein. Ça, c'est très intéressant. Je trouve un peu paradoxal, alors que Camus s'est fait exclure parce qu'il reprochait au PCA de ne pas être solidaire des vrais nationalistes de l'époque, les messalistes, qui étaient en prison, qu'on lui reproche d'avoir été solidaire et demander leur libération, en disant qu'il le faisait avec le calcul que si on ne les libérait pas, ça attendrait la radicalisation. Qui était pour l'indépendance de l'Algérie à l'époque, y compris dans les forces musulmanes? Personne, sauf les messalistes en prison. Hein. Donc il fallait quand même avoir un certain courage, on ne peut pas transformer la chose en leur contraire, que Camus se soit fait exclure parce qu'il pensait qu'il fallait être solidaire avec eux. Sur le fond d'ailleurs, et c'est très intéressant par rapport au reproche qui est fait à Camus de ne pas avoir défendu l'indépendance à la fin. Hein. Quelles sont ses positions? Il y a un texte qui n'a pas été lu politiquement, parce qu'il est publié dans la Brigade comme un document. C'est quelque chose qui s'appelle Manifeste des intellectuels algériens, ça veut dire tous les Algériens à l'époque, à propos du plan Blum-Violette. Vous savez que le plan Blum-Violette n'a jamais été appliqué, c'était la promesse du Front populaire, réformiste bien sûr, et réformiste qui n'a pas été appliqué, d'accroître très progressivement le corps électoral algérien. Dans un premier temps, il s'agissait de donner 20 000 droits de vote, et d'ouvrir la voie à des députés élus par ce corps électoral élargi dans l'Assemblée nationale française. C'était très réformiste. Hein. Ça ne rompait pas le lien avec la France, et même ça l'organisait, puisqu'il y avait une représentation. Et c'est là-dessus, d'ailleurs, que Messaliage s'est opposé en disant « Je ne veux pas avoir des députés à Paris, je veux des députés algériens à Alger. » Bon, c'était une façon d'exprimer la revendication de l'indépendance dans ce contexte. Quelle est et ce texte dont je parle, le manifeste a été écrit par Camus, c'est pour ça qu'il est repris dans la Brigade. Camus dit, au nom des intellectuels algériens, nous sommes en 1937, février 1937, nous soutenons le plan Blum-Violette que toutes les forces musulmanes, sauf les salis, soutenaient, hein, soyons concrets, peut-être avec des illusions, mais voilà. Nous soutenons le plan Blum-Violette comme une première étape. Première étape vers quoi? Vers l'émancipation parlementaire totale des Algériens. Alors, Camus sait ce que les mots veulent dire. Hein? Quand il écrit quelque chose, ce n'est pas une formule qui sonne bien. Qu'est-ce que veut dire l'émancipation parlementaire totale des Algériens? Je note d'abord que c'est exactement le mot d'ordre que Messali prendra alors qu'il est en prison en 1939. Hein? C'est-à-dire que c'est la formulation
démocratique d'une exigence qui ne peut se réaliser que dans l'indépendance ou une autonomie. Émancipation parlementaire totale, ça veut dire que tous les Algériens votent pour un parlement où, par définition, les indigènes sont majoritaires. Bon. Camus va donc très loin. C'est un jeune homme, il a l'enthousiasme. Pourquoi il s'autorise à aller aussi loin, jusqu'à reprendre par avance un mot d'ordre qui sera celui des nationalistes, qui l'exprimeront de façon encore plus simple en 1939, alors qu'ils sont tous en prison, Parlement algérien. Pas des députés à Paris, Parlement algérien. Ça veut dire l'indépendance ou l'autonomie, en tout cas quelque chose qui n'est pas l'ordre colonial. Pourquoi Camus, à ce moment-là, n'a pas peur? Parce que dans le climat du Front populaire, on dit maintenant les illusions. Avant d'être des illusions, c'était un formidable enthousiasme, une formidable attente. Pour la première fois, les musulmans ont vu une délégation du Congrès musulman aller à Paris en disant on veut des réformes. Bon. Dans cet enthousiasme, Camus ne sentait pas, dans ses revendications démocratiques extrêmes, poussées jusqu'au bout, le risque d'une rupture des communautés. Il était au PC, qui était la seule organisation où il y avait à la fois des Européens en majorité et des Algériens, disons comme ça, des Algériens d'origine musulmane, dont certains avaient été poussés à des positions de responsabilité. Le PC était à la fois soutien du Front populaire et dans le Congrès musulman. Donc, il s'autorisait à aller très loin sur un mot d'ordre qui était potentiellement indépendantiste. Parce qu'il ne voyait pas le risque de la rupture des communautés, et c'est à l'inverse ce qui l'a arrêté, on peut le déplorer, mais c'est comme ça, et ça s'explique dans les années 58, 59, 60. Voilà ce que vous trouvez dans notre livre. Merci Christian. Il y a beaucoup de mains qui se lèvent, mais je suis désolé, on a atteint les limites. Je voudrais juste en rajouter une couche, puisqu'on avait commencé avec ça, en évoquant Amadou Kourouma. C'est vrai qu'il y a quelque chose autour des soleils des indépendances qui sont passés depuis, puis nous on connaît, nous on a vu les partis uniques, etc. Et je renvoie ce roman d'Amadou Kourouma, Monnaie, outrage et défi, où il y a un récit de ce qui s'est passé après les indépendances, qui est assez éloquent, pour ne pas dire plus. Voilà, je suis désolé, il est moins 10. Alors, je vous propose de continuer, je vous remercie, en vous rendant à la librairie où nos auteurs se feront un plaisir de dédicacer leurs ouvrages. Bonne fin d'après-midi.